Radio BG2 NFM Radio BG2 Radio BG2. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter RFM. Pourquoi? Vous représentez beaucoup dans le secteur audiovisuel. Quand on veut partager avec les Sénégalais, faire passer des messages, vous tournez le dos, ce serait une erreur grave. Pour moi, RFM, c'est la radio de la liberté. Moi, RFM fait partie de mon quotidien. Un média de proximité qui propose à chaque auditeur un programme adapté au moment où il va écouter et qui n'hésite pas à aller n'importe où dans le seul but de nous informer. Pour moi, RFM, c'est la référence. RFM Midi. RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi à Dakar, même heure à Kidira et partout au Sénégal. Bienvenue dans cette principale édition de la mi-journée. Au sommaire, Cambérène, au lendemain de violents heurts entre manifestants et forces de l'ordre, le calme est revenu sur place. Nous reviendrons sur les nombreuses réactions suscitées par cette situation et nous irons sur place. Mort d'un homme alors qu'il était entre les mains de la police à Richard Toll. Les parents de la victime parlent de bavure et exigent la vérité sur les circonstances de la mort de Talla Keita. Et puis à suivre notre retour sur les nombreuses affaires impliquant la police. Baccalauréat 2025, plus de 166 000 candidats en lice. Démarrage sans accroc dans la plupart des académies, mais on note un taux d'absence élevé dans certaines zones. Nous irons à Matam où se trouvent 3 ministres de la République dans le cadre de la traditionnelle tournée des centres. Et puis dans l'actualité internationale, plusieurs positions de l'armée malienne attaquées ce matin dans 7 villes à l'ouest du pays. Parmi les zones visées, Diboli, à quelques encablures de la frontière sénégalaise. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous ferons le bilan de la session ordinaire unique de l'Assemblée nationale qui s'est achevée ce week-end. Au lendemain des violents heurts entre population et forces de l'ordre, le calme est revenu à Cambérène. Des manifestations liées à la disparition de 2 jeunes. Sur place, un important dispositif policier. Les habitants encore sous le choc appellent les jeunes à la retenue pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Reportage à Cambérène, Oumou Kalsoumli. Cambérène porte encore les stigmates des manifestations d'hier. Des pneus calcinés, des pierres entravant la circulation et une poussière noirâtre qui rend la respiration difficile pour certains habitants. Un taximan, témoin des faits, déplore la tournure des événements. Les forces de l'ordre doivent assurer la sécurité des citoyens et pas les tuer. Notre travail est au ralenti à cause des manifestations d'hier. Alors, nous demandons aux autorités d'intervenir pour éviter tout débordement. Babacar Touré, gestionnaire d'un parking situé à proximité des affrontements, garde un souvenir amer des événements survenus. Il appelle les parties prenantes à s'asseoir autour d'une table pour engager un dialogue constructif. Nous appelons les autorités à réagir pour le retour au calme et nous en profitons également nous présentons nos condoléances aux familles des victimes. Il paraît qu'une des victimes sera d'ailleurs enterrée cet après-midi. Encore une fois, nous lançons un message de paix aux jeunes. Les autorités sont en train de régler la situation. Khady Diop, habitante de Cambérène, est encore sous le choc. Elle en appelle à davantage d'indulgence de la part des forces de l'ordre et exhorte les jeunes à faire preuve de retenue. Vraiment, on ne peut pas cautionner ces actes. Ils ne devaient pas tirer sur la population comme ça, peu importe la situation.
Et parmi nous, il y a des gens qui ont des problèmes respiratoires, d'autres comme moi sont asthmatiques. On ne supporte vraiment pas l'odeur des lacrymogènes. Moi, je pense qu'on doit privilégier les discussions, trouver des solutions ou au moins un terrain d'entente. Les populations de Cambérène, encore sous le choc des affrontements d'hier, lancent un appel au calme et à la retenue à toutes les parties concernées. L'adjoint au maire de Cambérène, Pape Ibrahima Diong, dit Gazou, demande que cette affaire soit élucidée. Il déplore par ailleurs les jets de grenades lacrymogènes dans cette cité religieuse. Nous l'écoutons avec El Hadj Ndiogou Diène. L'affaire est confuse au moment où je vous parle parce que des informations nous viennent de partout. L'affaire suit son cours et nous sommes en train de recouper pour avoir des informations précises. Nous, à la Diog, vraiment, nous présentons donc nos condoléances aux familles des victimes et demandons à Cambérène de rester calme et d'être à l'écoute des autorités. Je ne peux pas comprendre que des natifs de Cambérène étant des pêcheurs qui se noient comme ça. Bon, ça, je ne peux rien à dire. Et nous sommes en train de faire maintenant des investigations par rapport à ça. Cambérène, c'est la capitale de la communauté laïenne. Donc, vraiment, les forces de l'ordre, ils peuvent entrer faire leur travail, mais sans autant de lancer des lacrymogènes au niveau de la grande mosquée. Je déplore cette attitude. Vraiment, c'est pas normal. Je veux qu'on traite la capitale des laïennes comme les autres confrères. Voilà pour la situation à Cambérène. Allons maintenant à Richard Toll pour parler de cette bavure policière présumée à Rosso, Sénégal. La famille de Vieux Talla Keita attend les résultats de l'autopsie. Elle réclame justice et que la mort de leur fils ou de son membre ne soit pas impunie. Les faits remontent à la nuit du 18 juin vers 3h du matin entre les deux policiers et le jeune homme. Mamadou Diagne. Tout serait parti d'une altercation dans la nuit du 18 juin vers 3h du matin lorsque deux agents de police des frontières de Rosso Sénégal se sont présentés au domicile familial de Vieux Talla Keita, un conducteur de calèche âgé de 18 ans, pour le cueillir afin de l'amener au poste de police. Selon notre source, l'oncle a trouvé son neveu allongé devant le poste de police avec plusieurs blessures sur le visage. Vu l'état critique de son neveu, il a pris des vidéos et photos avant qu'un agent de la police exige son évacuation d'urgence à l'hôpital de Richard Toll. Après une première hospitalisation, Vieux Talla Keita aurait été ramené en détention. Selon toujours notre source, les deux policiers auraient même été détenus à Saint-Louis avant qu'on les relâche, et c'était juste avant le décès du jeune homme, décédé des suites de blessures infligées par les deux policiers. Selon la famille, le procureur de la République près du tribunal de la grande instance de Saint-Louis s'est autosaisi du dossier et aurait demandé au commissaire central de Saint-Louis de transférer le corps à Saint-Louis pour autopsie. Les deux policiers incriminés dans cette affaire sont en ce moment hors de Rosso Sénégal, si l'on se fie à notre source. Après avoir eu une rencontre avec le procureur de Saint-Louis, la famille attend impatiemment les résultats de l'autopsie et selon l'oncle de la victime, la famille va laisser la justice faire son travail. Du côté de Rosso Sénégal, la situation est tout autre. Les habitants remontés annoncent des marches de protestation contre la direction de la police des frontières pour que la mort de Vieux Talla Keita ne soit pas impunie. Mamadou Diagne, Rosso Sénégal, Radio Futur Média. Bavure policière ou pas, l'enquête le dira certainement. En tout cas, au sujet des bavures policières, la question refait surface avec la mort de deux jeunes à Cambérène et d'un jeune à Rosso Sénégal. Deux colonels à la retraite soutiennent que ces cas sont bien passibles de sanctions s'ils sont confirmés contre les auteurs, même si la formation pour une meilleure intervention ne peut être remise en question. Seydou Nourouba. Il n'est pas question de remettre en cause la bonne formation de nos forces de sécurité en dépit des bavures policières notées ces dernières années au Sénégal. C'est Sankou Fati, colonel de la gendarmerie à la retraite, qu'il dit. On peut faire justement cette erreur technique, mais même si les conditions sont réunies pour l'usage des armes, vous faites les armes, tirez, il y a mort d'homme, il n'y a pas sur le plan de la loi une infraction, mais sur le plan interne, on dit que vous avez fait une faute technique parce que vous aurez dû ne pas
faire mort d'homme. Le colonel de la gendarmerie à la retraite rappelle toutefois que les bavures policières sont bien passibles de sanctions. Parce que chez nous, il n'y a pas d'erreur, nous n'avons pas droit à l'erreur. Toute erreur est une faute. Et la faute est d'abord sanctionnée sur le plan interne, mais également sans préjudice des poursuites judiciaires devant les tribunaux de droit commun. Mais comme on dit, on les appelle tribunaux militaires, mais également c'est des tribunaux de droit commun, mais avec seulement des assesseurs militaires. 2 épées Damoclès pour gérer des cas d'incidents de la sorte. Même s'il avoue que la gendarmerie est maître dans le domaine de l'intervention, un autre colonel à la retraite, cette fois-ci militaire, il soutient qu'on peut travailler à éviter ces bavures. Il fait une proposition. Colonel Mamadou Acha. C'est-à-dire que quand la situation monte, comme Jean-Pierre ne l'a pas passé avec quelqu'un qu'on devait arrêter, on indique la situation et on fait appel à un juge, ce qu'on appelle un négociateur. On l'a vu dans beaucoup de pays, même il y a des films qui vient, mais il n'est pas habillé parce qu'on ne peut pas être intervenant et négociateur en même temps. On a pensé que c'est pas possible. Donc quand la situation est très difficile, faire appel à un juge qui est ici et qui débat sur le point avec les insignes distinctifs qu'il faut, qu'il sera définir, et qui sera lui celui qui fera les négociations, mais pas directement la police, surtout avec les modes d'action que je vois avec la jeunesse. Que ce soit sous le régime actuel ou sous ceux précédents, ces bavures policières sont toujours notées. À quand l'enfant? Une question encore au bout des lèvres. En tout cas, vous l'avez dit, Seydou Nourouba, les bavures policières sont récurrentes au Sénégal. Des dizaines de cas recensés dans plusieurs localités du pays, pour la plupart non élucidés. Toutes ces victimes ne perdent pas la vie, mais dans certains cas, les tortures laissent des séquelles à vie. Anna Rocha. Les derniers cas en date viennent s'ajouter à une liste déjà longue de victimes de violences policières. L'affaire Morsec, habitant Guédiawaye, tombé à Yeumbeul, était encore bien fraîche dans les mémoires. Le 11 juin 2025, Morsec, réparateur de téléphone au marché de Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, meurt à l'hôpital de Pikine. Les résultats de l'autopsie attisent les soupçons de la famille, surtout cet hématome visible sur le cuir chevelu. Les faits remontent au 23 mai, lorsqu'il rentre de travail. Interpellé par des hommes en civil, le jeune homme sera menotté, fouillé et violemment frappé au visage. Son état se dégrade le lendemain de la Tabaski. On se souvient aussi de l'affaire Mohamed Diop dit Ahmed Taya en mars 2024 à Pikine. Le jeune homme a été violemment tabassé lors de son interpellation et succombe à ses blessures dans la nuit du 24 au 25 mars. C'est l'indignation au sein de la population. Mais cette fois-ci, les 6 agents impliqués dans la mort du jeune Ahmed Taya ont été condamnés à 3 ans de prison ferme en février dernier. Eliman Touré, mort dans sa cellule au commissariat spécial du port en 2017. Abdoulaye Timera, renversé par un véhicule de police qui roulait en sens inverse sur les allées du Centenaire à Dakar en 2018. Dominique Lopi. Et la liste est loin d'être exhaustive. À cela s'ajoutent toutes ces nombreuses victimes mortes entre les mains de la police lors de manifestations. En tout cas, au chapitre des réactions à ces affaires impliquant la police directement ou indirectement, les militants des droits humains réagissent. Ils interpellent l'État sur ces incidents devenus récurrents. Selon eux, le procureur doit s'autosaisir, les fautifs sanctionnés et la formation des forces de l'ordre réadaptée. À Wambaye. Sur les cas de bavure policière, le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains pense qu'il faut une réaction à la hauteur des actes. Le procureur doit s'autosaisir. Denis Nour. Nous déplorons tout acte de violence, que ce soit des forces de l'ordre ou de toute personne l'exerçant sur une autre personne. En tant que défenseur des droits humains, nous combattons toute bavure policière. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire par rapport à cette situation de bavure, dans la mesure où c'est pas la première fois qu'on nous reporte des incidents de ce genre. Et donc nous appelons vraiment le procureur à s'autosaisir et à mener des enquêtes le plus rapidement possible. Juriste et militant des droits humains, Senghane Senghor va beaucoup plus loin. Pour lui, il faut revoir la formation. Il faut non seulement sanctionner, mais nous pensons aussi qu'il faut un peu revoir la formation de ces policiers-là, parce que le plus souvent, c'est pas
ou c'est toujours même le cas. C'est pas en général les gradés qui sont indexés dans ces situations-là, mais c'est des hommes de troupe, c'est des hommes de terrain. Ce qui montre qu'il y a une formation qu'il faut un peu revoir à leur niveau. Il n'y a pas de rupture. Sur ce plan, les bavures policières persistent selon Seydi Gassama qui interpelle le ministre de l'Intérieur. Nous sommes très préoccupés par la poursuite des bavures policières ici au Sénégal. En matière de violence policière, on peut dire qu'il n'y a vraiment pas de rupture. C'est comme une continuité que l'on observe. Et cela est très préoccupant. Nous pensons que les nouvelles autorités, le ministre de l'Intérieur surtout, doit donner des instructions fermes à la hiérarchie policière pour dire que ces violences, que ces bavures ne sont pas tolérées. Et que chaque fois qu'elles se produisent, les sanctions administratives seront prises immédiatement, n'est-ce pas, et qu'aucune obstruction ne sera faite pour les poursuites judiciaires contre ces personnes-là. Ils sont nombreux, ces incidents appelés bavures policières, et les militants des droits humains élèvent encore la voix pour dénoncer et inviter les autorités à trouver des stratégies pour y mettre un terme. Et puis cette dernière réaction pour clore ce chapitre, le FRAPP dit avoir appris avec consternation les bavures policières survenues récemment et ont causé la mort de Talla Keita, âgé de 18 ans, à Rosso, au Sénégal, suite à une altercation avec 2 agents des forces de l'ordre. Selon le FRAPP, le certificat de genre de mort établi par le médecin indique que Talla Keita a succombé à des violences physiques graves. À cette tragédie s'ajoute la disparition de 2 jeunes de Cambérène dans des circonstances troubles. Ces faits exigent, selon FRAPP, une enquête rigoureuse et impartiale afin de faire toute la lumière sur leur sort. RFM, la radio de toute l'actualité. Allons dans la région de Tambacounda, à Diboli, dans la région de Kaye, au Mali, frontière avec le Sénégal, trait d'union avec notre pays. Des individus armés supposés être des djihadistes ont fait irruption dans les locaux de la police et de la douane où ils ont tout incendié. Je rappelle que nous sommes sur le territoire malien. La frontière fermée du côté sénégalais aux environs de 9h30 ce matin, permettant aux populations de vaquer à leurs occupations. Papousseinou Diallo pour plus de détails. C'est aux environs de 5h du matin que des individus armés suspectés d'être des djihadistes ont fait irruption à Diboli dans la région de Kaye, trait d'union avec le Mali. Sur place, ils se sont dirigés vers les 2 postes de contrôle de la police et des douanes. Après des échanges de tirs nourris, les assaillants sont parvenus à incendier les 2 postes de contrôle maliens, provoquant un gigantesque brasier visible à plusieurs kilomètres. Des vidéos d'amateurs circulant sur les réseaux sociaux montrent les postes incendiés. Les autorités maliennes ont aussitôt fermé la frontière et les activités suspendues des heures durant. À en croire nos sources, l'attaque avait démarré à Kaye où les assaillants ont été repoussés et plusieurs de leurs tués et d'autres neutralisés par les forces armées maliennes. Du côté du Sénégal, précisément à Kidira, les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. À noter également que les forces de sécurité et de défense de Tambacounda se sont engagées à s'investir sur le plan de la sécurité le long de la Falémé pour barrer la route à toute velléité d'attaque, mais également débusquer les auteurs des différents braquages enregistrés ces derniers temps dans le département de Goudiri. Des opérations sont initiées et menées par la Légion de gendarmerie de Tambacounda. Même si le bilan n'est pas encore révélé, nos sources nous informent que la gendarmerie a mis la main sur un important lot de matériel d'orpaillage, des produits de contrebande, des individus arrêtés et des véhicules immobilisés pour diverses infractions. Tambacounda, Papousseinou Diallo, Radio Futur Média. À 12h17, venons-en maintenant au baccalauréat général 2025. Plus de 166 000 candidats sont en lice. Démarrage sans accroc dans la plupart des académies, mais on note un taux d'absence élevé dans certaines zones. Commençons par la région de Matam, où le ministre chargé de l'éducation et 2 de ses collègues du gouvernement effectuent la tournée traditionnelle des centres. En direct avec nous, Ali Bandel Nian, notre correspondant sur place. Bonjour Ali Bandel. Bonjour Souleymane Nian. Alors comment se déroule cette tournée des centres et comment se passe le bac à l'heure où on parle? Bien, dans l'ensemble, en tout cas, c'est le constat fait, comme vous l'avez dit, par le ministre de l'Enseignement supérieur, le docteur Abdourahmane Diouf, accompagné de ses collègues. Il s'agit du ministre de l'Éducation nationale, mais également celui de la formation professionnelle. Les ministres qui ont visité 3 centres, nous nous trouvons en ce moment au lycée Fadel Khan de Matam, mais seulement il faut retenir que la chose se déroule bien dans l'ensemble, aucun incident
Nous avons également rencontré des élèves bien concentrés et à l'heure où nous parlons, les 3 ministres sont en train de faire face à la presse pour livrer leurs impressions par rapport donc à cette matinée de baccalauréat général donc qui a démarré dans l'ensemble des centres retenus dans la région de Matam Souleymane. Merci Ali Bandelnian. Allons maintenant à Bombay où l'examen du baccalauréat a démarré avec les premières épreuves. Le seul bémol constaté par l'autorité administrative, c'est le nombre élevé de candidats absents lors de la première journée. 16 absents pour les 3 centres de la commune, regrette Mamadou Faye, adjoint au préfet de Bombay. Il est avec Babacar Diouf. 3 centres, n'est-ce pas, c'est dans la commune de Bombay où nous avons à peu près 1097 candidats qui composent. Les centres ont démarré à l'heure, n'est-ce pas, et la situation vraiment est OK au niveau de ces différents centres. On a constaté au niveau des différents centres, sur 1097 candidats qui doivent composer, nous avons globalement 16 absents au niveau des candidats, ce qui nous fait à peu près 1,45 de taux d'absence. Pour les surveillants, quand même, on peut considérer que la majorité des surveillants, en tout cas, sont sur place. Il y a eu quelques absences. On nous dit que c'est à peu près 5 absents au niveau des surveillants, ce qui peut être minime. Parce que l'essentiel est que dans chaque salle, qu'on ait au minimum, n'est-ce pas, 2 surveillants qui surveillent. Sans les présidents du jury, ces dispositions ont été respectées. Et on l'a même nous-mêmes constaté sur le terrain. Et on peut dire globalement que pour ce qui concerne la triche, toutes les dispositions ont été prises. Mais n'empêche, dans chaque salle de classe, comme vous le savez, il y a max 3 surveillants et minimum 2 surveillants, ce qu'on a constaté sur le terrain. Il va sans dire que ce dispositif de prévention est en train d'être appliqué dans les différents centres au niveau de la... À Dakar, le taux de présence est satisfaisant dans toute l'académie. C'est la conclusion de la tournée de supervision avec les autorités académiques dans la circonscription de Dakar où tout se déroule bien dans les 25 centres de l'académie. L'inspecteur d'académie Cherfaï a visité 3 centres. Collège Hyacinthe Tchandoum, lycée Aminata Sofal et le centre du lycée LPA 13 dépassé les Asseni. Le voici au micro de Koumba Sandiane Faye. Nous constatons avec beaucoup de satisfaction le bon déroulement des épreuves au niveau des centres que nous avons eu à visiter, mais également au niveau des autres centres avec lesquels nous sommes en contact direct avec les présidents de jury, les chefs de centre autant pour moi. Alors, tout se déroule très bien. Les épreuves ont démarré à l'heure. Les surveillants convoqués ont répondu présents à l'heure également. Et le taux de présence des élèves est également très très satisfaisant. Parce que au total, l'académie compte cette année 25 centres, 40 jurys qui abritent un total global de 12 597 candidats, dont 7 570 filles, soit 60% de filles. Cette année, nous avons connu une baisse un peu importante du nombre de candidats, d'environ 1943 candidats. Et par rapport aux séries scientifiques, nous avons 32,45% des candidats qui sont dans les séries scientifiques et contre 67,52% qui sont dans les séries littéraires. C'est juste dire que il y a toujours la primauté des séries littéraires sur les séries scientifiques au niveau de l'inspection d'académie de Dakar. D'autres échos du baccalauréat après la première journée de l'examen dans les autres académies, dans les autres régions, ce sera dans nos prochaines éditions. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Au Mali, attaques djihadistes coordonnées dans l'ouest du pays. C'est ce matin à l'aube, ces attaques coordonnées menées par des djihadistes présumés ont, selon le journal Le Monde, qui a repris l'agence France Presse, visé simultanément plusieurs localités, notamment Kay, Nyono, Sandaré, Nioro du Sahel, Diboli Goguihé et Molodo, Solatiam qui n'est pas en place, Souleymane. Dans un instant, nous reviendrons sur cette actualité que nous avons également évoquée dans la première partie de ce journal, puisque Diboli est à quelques 2 kilomètres du Sénégal, la frontière avec le Sénégal.
En attendant du revenir, parlons de la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara visé par une requête sur sa nationalité. Le président du mouvement politique alternative Nouvelle Génération a saisi le Conseil constitutionnel. Ousmane Camara conteste la légitimité de la candidature d'Alassane Ouattara, évoquant une double nationalité présumée. Selon lui, l'actuel chef de l'État n'a jamais officiellement prouvé sa renonciation à une supposée nationalité burkinabé. Nous l'avons connu d'abord comme Alassane Dramane Ouattara. C'était son nom à l'état civil de façon officielle. Et maintenant, il est Alassane Ouattara. Donc, il est bon de le préciser. Monsieur Alassane Ouattara est président en exercice de la République de Côte d'Ivoire en violation flagrante de l'article 55 de la Constitution de 2016 qu'il a lui-même fait voter. En effet, aucune preuve publique de renonciation à la nationalité burkinabé mentionnée par le communiqué de presse numéro 84/35 du 1er novembre 1984 du FMI n'a jamais été fournie depuis 1985, la première année prouvée de sa jouissance de la nationalité ivoirienne. Jusqu'en 1984, civilement, légalement, par sa carrière, par toutes les institutions où il est passé, M. Alassane Ouattara est noté et marqué et signé en contrat comme étant de nationalité burkinabé. À quel moment il renonce effectivement à cette nationalité pour pouvoir jouir aujourd'hui de la qualité exclusive d'ivoirien? En conséquence, il est possible que M. Ouattara jouisse encore d'une double nationalité, ce qui est incompatible avec l'article 55 de la Constitution actuelle. C'est pourquoi nous avons introduit ce jour une requête auprès du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire pour qu'il lui soit retiré cette qualité et qu'il connaisse la sanction prévue à cet effet. En Côte d'Ivoire, toujours le sociologue et militant du PPACI, Gala Kolebi, a été condamné hier à 18 mois de prison ferme et 500 000 francs CFA d'amende. Il est reconnu coupable de diffusion de fausses nouvelles et de troubles à l'ordre public. C'est après avoir partagé une photo d'un militant blessé jugé par la justice comme étant ancienne et détournée de son contexte. Le PPACI dénonce une volonté d'intimidation politique tandis que la défense annonce un appel. Revenons maintenant sur cette attaque djihadiste coordonnée dans l'ouest du Mali. Cette localité ont été visées par des djihadistes présumés. À Caille, ville stratégique située non loin de la frontière sénégalaise, les assauts ont débuté très tôt. Les hommes armés à bord de pick-up ont pris pour cible le camp militaire. Selon une source policière, les tirs étaient nourris. Des habitants encore sous le choc parlent de fumée s'échappant vers la résidence du gouverneur et de rafles entendues près des commissariats. Les djihadistes sont dans la ville, témoigne l'un d'eux, retranché chez lui. À Nioro, Sandaré et Gogi, les attaques ont été lancées à la même heure, 5h40 du matin. Une précision qui laisse penser à une opération minutieusement préparée. L'armée malienne a confirmé ses offensives, évoquant des attaques coordonnées contre les positions Fama, mais sans livrer pour l'instant de bilan ou de précision sur la riposte. Ces événements surviennent dans un contexte déjà très tendu. Le Mali, en guerre contre les groupes armés depuis 2012, est confronté à une insécurité croissante, malgré le retrait des troupes françaises et la montée en puissance de l'armée nationale. Le 2 juin dernier, une attaque similaire avait déjà visé un camp militaire et l'aéroport de Tombouctou. Au Tchad, fin de grève de la faim pour Succès Masra. En détention depuis le 16 mai, l'opposant et ex-premier ministre a suspendu sa grève de la faim. Affaibli mais combatif selon ses proches, il suit les conseils de son médecin personnel autorisé à le voir. Succès Masra est poursuivi pour incitation à la haine et complicité dans les violences meurtrières de Mandakao où 42 personnes ont péri. En Algérie, la Cour d'appel d'Alger a confirmé la condamnation à 5 ans de prison ferme contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Il est reconnu coupable d'atteinte à l'unité nationale suite à ses déclarations controversées en octobre dernier où il affirmait que l'Algérie avait hérité de territoires autrefois marocains pendant la colonisation française. Le parquet avait pourtant requis une peine lourde, 10 ans de prison. En Afrique du Sud, le bilan officiel s'élève à 101 morts après les pluies torrentielles de mi-juin
moins dans la province du Cap-Oriental. Les districts d'Or-Tambo et d'Amatol sont les plus touchés avec des glissements de terrain et des centaines de déplacés. L'état de catastrophe nationale a été décrété. Le Cap-Occidental, le Free State et le KwaZulu-Natal sont également affectés. Hors du continent, pour terminer, l'Iran qui suspend sa collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, une décision justifiée par l'attaque récente contre une installation nucléaire selon Téhéran. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères dénonce le silence de l'AIEA face à l'agression israélienne. Donald Trump appelle à de nouvelles inspections pendant que les Occidentaux exigent des garanties pour la sécurité des experts. Merci Georges Détié-Diop. On enchaîne avec le dossier politique du jour. De tribun de la liberté à maître des silences imposés, Ousmane Sonko change de visage. Ses discours récents trahissent une attirance assumée pour une certaine forme de dictature. J'aurais effacé ceux qui n'ont pas droit à la parole, a-t-il lâché dernièrement, donc sans détour. Une dérive verbale qui alimente les craintes d'un Premier ministre aux velléités dictatoriales. Mohamed Ali Mouba. Au début, Ousmane Sonko, un combattant de la liberté, l'icône de la résistance, le héros des sans-voix. Nous sommes sous l'ère Macky Sall. Le fougueux combattant qui défie le système au nom de la liberté, de la justice, du pluralisme est enfin au pouvoir. Un an après, Ousmane Sonko révèle son penchant pour les pays autoritaires. Depuis lors, chaque jour qui passe, chaque discours qu'il prononce semble nous éloigner un peu plus de cette image. 14 avril 2025, séance de questions d'actualité au gouvernement, Ousmane Sonko est face aux députés. Parce que s'il vous plaît. Ce jour-là, le Premier ministre révèle sa vraie nature. Mais sur ces questions-là, je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, j'assume. Parce que ce pays, duñ ko sétane. Te gis nga ñi ngeen di sacrifier wujaaw yi ngeen di yónni ñuy dem di saaga. Ñoom seen cadre nañ ko régler rapidement. Mu des nag xanaa yéen opposants yi. Ponkal opposants yi nekk seen kër yor seen i milliards di joxe di fay ay loyer pour nit ñi saagal leen. Xanaa dañu génn ñeme léegi. Bis bu ñu effacer ñoo ñëpp, ils prendront leur courage pour sortir. Et on les attend. Mais comment en est-on arrivé là? Pour l'analyse politique, Demba Gueye, Ousmane Sonko a caché son jeu pendant très longtemps. On ne reconnaît plus Ousmane Sonko. On ne le reconnaît plus. Avec le discours de Ousmane Sonko opposant, c'est diamétralement opposé. Et je pense que, j'ai eu à le dire, j'ai dit, ceux qui continuent à croire, à penser que Ousmane Sonko est un démocrate, doivent maintenant déchanter, doivent se rendre à l'évidence. Comment expliquer alors son dernier discours, où il semble regretter de ne pas être président, pour nettoyer au Karcher les voix discordantes? Yàlla xam li tax néew ma président bu doon man ak man dong wax ji dina néew léegi ci réew mi parce que ñi warul wax rek kay wax ñi waroon noppi di raser les murs ñoom rek kay wax fi mu toll nii. Pour Demba Gueye, c'est plus un aveu d'impuissance qu'autre chose. Ce qui s'est passé, c'est que quelque part, la justice ne suit pas totalement la volonté de Ousmane Sonko, n'exécute pas tous les ordres de Ousmane Sonko. RFM Sport. Bonjour, Malal Junior Diagne. Bonjour, Souleymane. Le journal des sports que nous démarrons avec l'affaire Siteu. Le président de l'écurie Rock Énergie prend position. Il s'appelle Khadim Gadiaga, il est le président de l'écurie Rock Énergie, l'écurie du roi des arènes Modou Lo. Khadim Gadiaga invite le comité national de gestion à prendre ses responsabilités pour sauver cette affiche attendue par le monde de la lutte prévue le 20 juillet prochain, initiée par Alborar Productions. Il estime que l'organisation régionale antidopage ne doit pas sortir cette décision maintenant, à moins de 20 jours d'un combat aussi important que celui qui doit opposer Balla Gaye numéro 2 à Siteu. Khadim Gadiaga que nous avons joint ce matin. L'affaire est très complexe parce que si vous voyez bien, c'est le CNG qui a donné cutus aux promoteurs de pouvoir démarrer ses préparatifs pour l'organisation du combat Siteu Balla Gaye numéro 2. Donc, à ce niveau, le CNG ne doit pas. Il n'est pas dans l'obligation de suspendre Siteu, mais il ne doit pas le faire. Parce qu'à un certain niveau, c'est lui qui a permis aux promoteurs d'investir beaucoup de moyens
d'aller faire des prêts à la banque, d'approcher les sponsors qui nous ont donné des dizaines, voire des centaines de millions pour qu'ils organisent ce combat. Donc, le CNG devait prendre les choses en amont. Mais s'il essaie de sanctionner Siteu, de le suspendre, donc le CNG va être fautif. Parce que c'est lui qui a donné cutis au promoteur Baye Alé Ndiaye de pouvoir organiser ce combat. À 10 jours, voire à 20 jours du combat, il ne peut pas revenir en arrière pour dire qu'on a suspendu Siteu sur une affaire de non-présentation sur le test de dopage. C'est normal, il devait être présent, mais à un moment donné, c'est le CNG qui a accepté et qui a donné cutis aux promoteurs de pouvoir organiser ce combat. Les deux lutteurs ont dépensé des dizaines de millions. Les banques vont, si tel est le cas, les banques vont poursuivre le promoteur, les sponsors vont poursuivre le promoteur, mais le promoteur va retourner aussi poursuivre le CNG. Afrobasket 2025, Khady Diène Gaye est actuellement dans la tanière des Lions. La ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture rend visite à l'équipe nationale du Sénégal de basket féminine qui est actuellement en regroupement fermé à Saly. L'équipe nationale prépare l'Afrobasket qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Après avoir reçu le drapeau des mains du ministre, il est allé une nouvelle fois de plus les rencontrer pour leur apporter le message du président de la République, mais également pour les exhorter à ramener le trophée continental puisque depuis 2017, le Sénégal n'a plus gagné cette Coupe d'Afrique des Nations de basketball. L'équipe féminine de football également en regroupement va jouer une rencontre amicale internationale contre l'Algérie aujourd'hui à 20h. Ce sera en Algérie avant de se rendre au Maroc pour y disputer la Coupe d'Afrique de football des filles prévue du 5 juillet au 26 juillet 2025. Nous allons finir avec le port autonome de Dakar-Souleymane qui va accéder à la Ligue 2 sénégalaise après avoir réussi à remporter son dernier match le week-end dernier. Une montée en Ligue 2 saluée par le président de la section football, Ousmane Thianessar, qui est au micro de Sodecham. En tant que président de l'Union, je dirais que c'est le premier objectif de ce grand chantier qui a été atteint. La première satisfaction dans l'atteinte de nos objectifs. Parce que cette remontée en L2 rentre en droite ligne dans un programme triennal que nous avons et qui est basé sur la remontée en L2 pour la saison 2024-2025, la remontée en L2 pour la saison 2025-2026 et en objectif intermédiaire, réaliser le projet de notre terrain au niveau de la pêcherie. Avec cette montée, on s'attend à ce que le port retrouve son illustre d'antan. Et nous sommes persuadés que cela passe par d'abord la réalisation de cette infrastructure qui va nous permettre de retrouver notre illustre dans le temps. Remercier l'ensemble des portuaires, mais à travers cette équipe dont je viens de te parler, cette équipe qui gère le foot professionnel, parce que nous avons au port aussi une équipe de basket qui compétit depuis 3 saisons. Voilà donc le président Ousmane Thianessar qui revenait sur la montée, mais également sur les objectifs pour les prochaines saisons, Souleymane. Merci Malal Junior Diagne. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Vague de colère à Cambérène. Hier, la nuit a été longue et elle a cédé la place aux cendres, celle des barricades consumées d'une hostilité presque sans pareille dans les dédales de cette commune. Le mobile de jeunes retrouvés sans vie, vous le savez, sur la plage, en entend 3 mouvements. Les quartiers de cette partie de Dakar se sont embrasés, la colère s'est mue en révolte et la stupeur en accusation. La police est pointée du doigt. Ce mardi 1er juillet 2025, les unes s'écrivent en lettres de feu. L'observateur claque. Cambérène enflamme. La mort de Kieranoba et de Lamine Dian embrase les quartiers. En écho, le quotidien parle d'une vague de colère. Les rues se sont transformées en champs de bataille. Les jeunes de la localité mettent en cause les forces de défense et de sécurité. Les victimes s'étaient jetées à la mer en tentant d'échapper à un contrôle de police. Cette police, justement, Relève Libération s'est expliqué. Les 2 jeunes probablement impliqués dans une agression ont pris la
parachute en se jetant dans la mer, version que refutent les populations. Et puis derrière les flammes de Cambérène, la douleur nuit, oui, alors que Cambérène continue de panser ses plaies. Une autre vérité commence à émerger, plus glaçante encore. Le journal L'Observateur parle d'une bavure policière présumée à Rosso et livre ce matin les premiers éléments d'une enquête explosive. Le nom de Talla Keita revient encore et encore. 18 ans, le supplice d'un adolescent battu par deux policiers, grièvement blessé, laissé sans soin jusqu'à ce que l'infection emporte ce qui lui restait de vie. Sa sœur Adama, interrogée par le journal, raconte l'avoir retrouvé inanimé, tuméfié, le visage couvert de sang sur les perrons du commissariat. Les agents Kiam et Badji sont désormais mis à l'écart. Une autopsie ordonnée et le procureur de la République a commencé à enquêter. L'opposition sénégalaise, elle, s'est intéressée à la déclaration polémique d'Ousmane Sonko, vidéo dans laquelle il regrette de n'avoir pas les coudées franches pour nettoyer au Karcher l'espace public. Chroniqueur, voix discordante, entre autres. Sur ça, rapporte ce matin l'indignation générale. Mais avant, le journal rafraîchit la mémoire à ses lecteurs. Dans une vidéo devenue virale, Ousmane Sonko lâche: Dieu seul sait pourquoi je n'ai pas été élu président de la République. Nous sommes dans un pays où seuls ceux qui devraient se taire prennent la parole. Thierno Bokoum alors de croiser le fer en ces termes: ce n'est pas un hasard s'il multiplie les rapprochements avec les régimes militaires de l'AES et les partis communistes chinois. Tout s'éclaire. Au fond, son aveu le plus révélateur est ailleurs. Le juge Dem, lui, pense que chaque mot que Sonko prononce, chaque promesse qu'il formule, chaque menace qu'il profère révèle ce qu'il est vraiment, un dictateur en puissance, dissimulant de moins en moins son projet de gouvernance totalitaire au Sénégal. Alors oui, dit Ibrahim Amidou Dem, j'ose te poser comme Cicéron à Catalina cette question: jusqu'à quand abuseras-tu de notre patience? Retour sur la clôture de la session ordinaire unique de l'Assemblée nationale. Le journal Point Actu note que Malick Ndiaye a posé hier l'acte de la rupture. À travers un discours mémorable, El Malick a ressuscité l'Assemblée, dont le règlement intérieur, le règlement administratif, le règlement financier, le statut du personnel étaient devenus obsolètes depuis des lustres. Le journal note que le président de l'Assemblée nationale a fait donc un tabac hier, mais le journal Tribune note que la 15e législature traîne encore les pieds sur d'autres questions. Pour une assemblée au service des intérêts exclusifs du peuple, une assemblée de rupture doit refuser d'être une chambre d'enregistrement. La majorité de la population est pour la criminalisation de l'homosexualité et le retour de la peine de mort. Fin de citation. Le rapport alarmant de Barclays, la Banque internationale, alerte: la dette publique du Sénégal a atteint 110% de son PIB en 2024. Le journal note que ce recul crée une méfiance croissante des investisseurs face à un déficit budgétaire persistant, projeté à 6,5% du PIB entre 2025 et 2028. Une hausse alarmante par rapport aux 98,7% établis par la Cour des comptes en 2023, note encore le journal. Le quotidien Les Échos note pour sa part que les obligations en dollars du Sénégal ont effectué un plongeon hier. Un déficit budgétaire plus grave que prévu. La dette publique du Sénégal explose, atteignant donc 119% du PIB selon Barclays. Conséquence, note le journal Walf Quotidien, on est obligé de faire une cure d'amaigrissement et c'est devenu inévitable selon des experts, des économistes interrogés par Walf Quotidien. Et puis, le baccalauréat général 2025, c'est à partir d'aujourd'hui. Le journal LAS note que plus de 166 000 candidats cherchent le bac cette année. 166 402 garçons et filles pour décrocher le premier diplôme universitaire. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à 12h42 minutes, nous allons tenter de faire le bilan de la session ordinaire unique de 2024-2025 à l'Assemblée nationale. Et pour ce faire, qui de mieux que nos deux intervenants du jour, M. Babacar Gaye, ancien député et ancien président de groupe parlementaire. Bonjour M. Gaye. Bonjour. Et M. Théodore Chérif Monteil, ancien député à l'Assemblée nationale. Théodore Chérif Monteil, bonjour.
Bonjour Souleymane. Alors, une question technique pour commencer. Quand on parle de bilan de la session ordinaire unique de l'Assemblée nationale sur les années 2024 et 2025, où doit-on commencer? On sait que ça se termine le 30 juin et ça a été fait durant ce week-end. Mais par quoi commencer? La nouvelle Assemblée après dissolution à partir de début décembre ou, comme le dit la loi, à partir de la première quinzaine du mois d'octobre. Je commence par Babacar Gaye. Oui, merci. Tout en saluant mon frère Théodore. Allez-y, on vous entend très bien. Ah, ok, très bien. Ah, vous voulez donc que déjà nous commencions à vous parler du bilan. Écoute, pour quelqu'un qui n'est pas à l'Assemblée nationale de manière active, ce sera très difficile de faire un bilan objectif et subjectif, exhaustif donc des travaux parlementaires, même si nous suivons par intérêt et par profession ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais nous allons tenter quand même de donner un point de vue technique sur ce qui s'est passé depuis le démarrage de cette session parlementaire qui a été chaotique, il faut le reconnaître, car l'Assemblée s'est installée avec une forfaiture quand il s'agit de lire le bureau de l'Assemblée nationale. Vous avez vous-même suivi les péripéties de ce qui a fait que le poste qui devait revenir, je dis bien légalement, à l'opposition a été usurpé par la majorité parlementaire. Le poste de 8e vice-président, si je me rappelle bien. Non, c'est un poste de vice-président. Le rang dépend, premièrement, du texte législatif qui parle de parité, mais aussi de la priorité accordée à la majorité, mais enfin de l'usage ou des usages parlementaires qui ont fait qu'à chaque fois qu'une situation pareille s'est posée, la majorité a cédé le poste à l'opposition parce que de toutes les façons, c'est un poste qu'il ne peut pas occuper. Ça, c'est une réalité. Il y a aussi un deuxième aspect de cette forfaiture que je voudrais souligner, c'est la manière dont le président actuel de l'Assemblée nationale a été installé, car il y a eu une entorse à la loi parce que celui qui a été délégué, qui a été élu président de l'Assemblée nationale, était ministre au moment où on installait donc cette session et il fallut qu'il démissionnât un peu plus tôt avec les règles qui suivent pour que sa démission puisse être acceptée et que son installation puisse être corrigée. Alors, après ces péripéties, on a suivi naturellement l'Assemblée nationale qui n'a pas en réalité produit les ruptures auxquelles s'attendaient les Sénégalais en votant pour eux si massivement, parce que c'était dans le programme, en commençant par d'abord la manière dont la majorité se comporte par rapport aux affaires publiques, l'inféodation de cette majorité au pouvoir exécutif. On a senti qu'il n'y a pas de rupture par rapport à cette question. C'est les mêmes députés de Diomaye, de Sonko, comme ils furent les députés de Macky Sall, de Abdoulaye Wade ou de Abdou Diouf. Mais est-ce qu'il y a quand même des actes, des avancées qui trouvent grâce à vos yeux? S'il vous plaît, je suis en train de vous faire un bilan. Ne cherchez pas à ce que je vous dise ce qui est bien. Si je ne trouve rien de bien, peut-être que je ne vous oblige pas, ne vous inquiétez pas. Bien, naturellement, je le ferai. Alors, donc, pour ne pas peut-être couper le rythme de mon intervention, j'étais en train de faire le bilan de ce qui est négatif. Je n'ai pas encore terminé, parce que j'ai trouvé que cette Assemblée nationale a agi en toujours piétinant les règles juridiques, surtout quand il s'est agi de lever l'immunité parlementaire d'un député comme Farba Ngom, où un dossier n'a pas été présenté, où la défense n'a pas pu défendre le député comme c'est prévu dans le règlement intérieur, qui est une loi organique qu'il fallait respecter. J'ai aussi constaté qu'il n'y a pas eu de rupture, d'autant qu'ils avaient fait des promesses quant à la manière de gérer les ressources publiques. Le président de l'Assemblée nationale, de manière arrogante, dit assumer les choix qui n'étaient pas conformes avec leur contrat de mandature, car il estimait que le budget de l'Assemblée nationale pouvait réduire de 8%
de moitié du moins, et ensuite que les députés en réalité n'avaient pas besoin de moyens de locomotion. Vous parlez de l'achat des véhicules. N'avaient pas besoin d'avoir des moyens de locomotion, c'est-à-dire des voitures, dans le cadre de leur fonction. Je ne suis pas d'avis, donc, parce que réellement, je me suis battu, et je pense que je suis le géniteur de ce projet, pour que les députés puissent avoir des véhicules, mais à des conditions beaucoup plus douces que ce que nous sommes en train de vivre, parce que 54 millions pose problème. Les Pajero, nous avons acheté à 16 millions de francs CFA, je me rappelle très bien, avec la compagnie qui représentait donc Mitsubishi ici à Dakar. Et je pense que c'était possible de négocier et d'arriver à un prix correct pour des véhicules qui aujourd'hui sont conformes avec le niveau de vie, avec le PIB du Sénégal. Alors, sur ce qu'il y a comme réalisation, j'estime qu'ils ont quand même pu finaliser 2 projets importants qui étaient déjà terminés. C'est la chaîne parlementaire, mais aussi c'est l'utilisation des smartphones et des tablettes pour l'ensemble des députés, l'affichage électronique, le vote électronique. Je pense que tout cela, quand même si c'était déjà enclenché, que le programme était déjà acquis avec nos partenaires coréens, ils ont pu quand même le réaliser, il faut le reconnaître, c'est une bonne chose. Ils auraient pu remettre en cause ce projet, comme ils ont remis en cause d'autres projets qu'ils ont trouvés dans les pipelines. Ils ont aussi pu, et ça il faut aussi le reconnaître, engager la réforme du règlement intérieur. Peut-être que nous reviendrons dans un deuxième aspect. J'ai vu aussi un président de l'Assemblée nationale très arrogant, non démocratique, qui pense que de son perchoir, il peut restreindre les libertés d'expression des députés, il peut les empêcher de parler, il peut travailler comme s'il était un chef. Or, un président de l'Assemblée nationale, il n'est pas un chef d'exécutif. Il est celui qui dirige la séance. C'est un député comme tout député. La preuve, il peut... Oui, mais le règlement intérieur lui donne quand même un certain nombre de prérogatives, pour ne pas dire pouvoir, notamment la police des sessions. La police de la séance. La police de la séance signifie que quand il y a un député qui déroge aux règles de sécurité, de discipline, des règles de comportement de bienséance, en ce moment, le président peut agir, et là aussi, il y a des règles, mais il ne s'agit pas d'invectiver les gens de cette manière aussi arrogante. Ça, je le On vous a bien compris, nous avons entendu le focus que vous mettez sur une certaine caractérisation. On reviendra sur un point que vous avez soulevé, si le temps nous le permet, c'est la révision du règlement intérieur, de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais avant cela, je voudrais donner la parole à Théodore Chérif Monteil pour qu'à son tour, il nous dise ce qu'il a retenu de plus positif, de positif ou de moins positif sur l'année que nous venons de passer. C'est pas tout à fait une année, mais disons la session ordinaire qui vient de s'achever à l'Assemblée nationale. Théodore Monteil. Merci beaucoup, Souleymane. Je commencerai par saluer mon doyen Babacar Gueye, toujours content d'échanger avec lui, de croiser nos opinions. Donc, j'interviendrai sur ce sujet sous 2 angles. D'abord, la forme, c'est-à-dire le fonctionnement de l'Assemblée nationale, ensuite le contenu de la session. Dans la forme, moi, je saluerai quand même une certaine modernisation du fonctionnement de l'Assemblée nationale, la réception de la finance sous forme électronique, la ponctualité dans l'ouverture des séances, etc. Cette élaboration de la chaîne parlementaire. Maintenant, dans le fond, ce qu'on note et ce qu'on a remarqué dès le début, c'est que l'élégance républicaine n'est toujours pas présente à l'Assemblée nationale et que les gens continuent à installer un rapport de force entre groupes. Et tant qu'on installera un rapport de force entre groupes, tant qu'on utilisera la force pour passer dans une Assemblée nationale et non les arguments et les concepts clairs, on finira toujours par adopter des lois iniques, des lois qui ne servent pas le pays. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le cadre de la loi interprétative, sur la loi d'amnistie. C'est ce qu'on a vu quand on a fait recours au 86.6 pour faire passer la loi de finances initiale. C'est ce qu'on a vu lors de l'installation de la Haute Cour de justice, un organe sur lequel les Sénégalais devraient se pencher et réfléchir. C'est ce qu'on a vu lors de la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une réforme technique et pas structurelle. On n'est pas allé en profondeur
pour voir ce qui se passe à l'intérieur du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs pourquoi, hier, moi j'ai suivi le président de l'Assemblée nationale parler d'absentéisme et dire qu'ils vont recourir à certains articles du règlement intérieur pour exclure définitivement des députés de l'Assemblée nationale en cas d'absentéisme. Ce qui n'est pas possible. Ils vont faire une instruction du bureau, ce qui est complètement impossible. À aucun moment, il n'est prévu dans un texte d'exclure un député de l'Assemblée nationale. Il y a l'exclusion temporaire, mais faire perdre un mandat à un député, je ne vois pas où est-ce qu'ils sont allés chercher ça. La transparence annoncée n'est pas au rendez-vous en réalité. On nous parle de transparence, mais ça reste du déclaratif. Parce qu'une transparence, c'est une publication. L'Assemblée nationale n'a pas à aller demander à la RMP ou à la DCNP si elle peut acheter des véhicules ou pas. C'est pas le président de la République qui achète des véhicules pour les députés, c'est l'Assemblée nationale souveraine qui achète des véhicules pour les députés. Et s'ils veulent être transparents, ils n'ont qu'à faire fonctionner leur site web. On parle de chaînes parlementaires alors que l'Assemblée n'a pas de site web fonctionnel. Ils font fonctionner leur site web, ils publient les marchés dedans, et puis les gens voient ce qu'ils font. Il me semble avoir vu quand même au nouveau site à l'Assemblée nationale, non? Peut-être que je me trompe. Il fonctionne un jour sur deux. D'accord, ok. Il fonctionne un jour sur deux. Et quand il y a de grandes réformes, justement, il est bloqué pour que les Sénégalais ne puissent pas aller obtenir le texte. Nous, anciens députés, on est obligés de faire des contorsions pour obtenir des textes qui sont en cours d'examen pour pouvoir nous prononcer là-dessus. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Ce sont des lois examinées par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est là pour tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais devraient pouvoir disposer de l'ensemble des textes discutés à l'Assemblée nationale pour y avoir un regard et donner leur avis. N'est-ce pas? Donc, moi, je pense qu'il y a des avancées en termes de modernisation. Les gens viennent à l'heure maintenant pour travailler, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Dans la réforme du règlement intérieur, on aurait pu revoir le fonctionnement de l'Assemblée nationale, revoir le nombre de vice-présidents, revoir le nombre de secrétaires élus. Au lieu de mettre 35 députés par commission, on crée des sous-commissions qui seront beaucoup plus efficaces, parce que 35 personnes dans une salle en train de discuter, ils produisent rien. Alors que si vous faites des sous-commissions de 5-10 personnes à qui vous confiez des thèmes bien précis sur la santé, l'éducation, le système judiciaire, etc., les gens seront beaucoup plus efficaces parce qu'ils ne sont pas en grand nombre, ils vont discuter rapidement, ils vont pénétrer en profondeur dans les choses et ils vont produire des résultats. Merci Théodore Chérif Monté, ancien député à l'Assemblée nationale. Merci également à Babacar Gaye. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est achevé et nous ne pourrons pas aller plus loin dans ce débat, mais j'espère qu'on aura l'occasion de creuser plus profondément certains sujets, notamment la réforme ou la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Babacar Gaye, ancien député et ancien président de groupe parlementaire. Merci à tous les deux. On vous retrouvera dans la version Wolof de ce débat. À 12h56, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir écouté. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisée. El Hadj Ndiogou à la rédaction en chef, à la réalisation Awambaye et Mam Astou Khan, à la mise en onde Abdoulaye Diop et à la production Alioune Ba. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiogou pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite. Au revoir. Publicité sur RFM. aajo boo mënti am Tic Tac Plus via Orange Money dina la ko fajal ci sutura te doo ci am benn stress ak prêt dalee ko 51 000 francs ba 500 000 francs lii yépp ngir gérer say imprévu muy dépense scolarité mbaa beneen soxla Tic Tac Plus mooy waaja xoolal ndax éligible nga ci offre bi dox daje ci biir application bii di Maxit wala ci dièse 144 dièse 843 dièse Tic Tac produit wu Orange Bank Africa Sénégal la. lu bees tàq si biir programme bi yor ñàkku xale yi di PEV lu ko dalee benn fan si weeru juillet 2025 ñàkk bi di hexavalon dinañ ko tàmbalee defal xale yi hexavalon benn ñàkk la buy aar si juróom benni jàngoro yi gën a sonal xale yi li si gën a neex mooy lii mu piqûre yi ñu doon defal xale yi
day wàññeeku te seen kaaraange gën a yokk te bu xale bi amee fukki weer ak juróom dinañ tollanti ñàkk hexavalon bi ngir yokk kaaraangeem cey hexavalon wàññi piqûre yokk kaaraange yokki ree mu yéen waaye Abdou loo yàqamte nii sama jabar moo ma yónni maa ngi dem jëndi basangu